Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. Les experts dans le domaine du développement estiment que la décision du Rwanda de promouvoir la technologie chez les enfants à bas âge est un excellent moyen de permettre au pays d'accélérer son développement et de transformer le pays en un centre technologique sur le continent africain. Deuxième jour du recensement général de la population et de l'habitat. Au Rwanda, la population dans diverses parties du pays se déclare consciente de l'importance de cette activité dans le développement du pays. Hommage à l'artiste rwandais Yvan Buravan qui a rendu son âme alors qu'il s'était rendu en Inde pour un traitement médical. Bienvenue à tous à l'édition de la télévision rwandaise. Les experts dans le domaine du développement estiment que la décision du Rwanda de promouvoir la technologie chez les enfants à bas âge est un excellent moyen de permettre au pays d'accélérer son développement et de transformer le pays en un centre technologique sur le continent africain. Les enfants qui suivent les cours informatiques à l'école primaire se félicitent de cette initiative. C'est le cas des écoliers de l'école primaire New Generation Academy. Ces enfants sont âgés entre 5 et 10 ans. Avec leurs connaissances, ils parviennent déjà à se fabriquer des jouets. À côté d'eux, leurs collègues peuvent déjà s'initier à la fabrication des robots. L'Office rwandais pour le développement de l'éducation de base indique que cette politique d'initier les jeunes élèves à l'informatique de plus jeune âge, construire une économie basée sur la connaissance afin d'accélérer le développement du pays. Bien plus, un pays qui forme bien ses jeunes a beaucoup de chances de doter des personnes bien compétentes, capables de monter des logiciels dans des domaines variés de la vie nationale. Le rôle d'éduquer nos enfants dans les années de base, commençant par le primaire, en apprenant comment développer le logiciel. C'est juste pour les préparer pour qu'ils puissent choisir leur carrière en considérant les opportunités qu'on a dans le développement des logiciels, là où beaucoup de compagnies partout le monde on a besoin de logiciels pour performer certains travaux, comme dans l'agriculture, dans l'irrigation, dans le secteur de santé. Donc, le logiciel qu'on utilise dans les ordinateurs, c'est presque les mêmes logiciels qu'on utilise dans les robots, qui sont aussi utilisés dans les différents secteurs de vie, dans la santé, dans l'agriculture, dans les industries, et partout dans les secteurs de vie qu'on peut imaginer. Et donc, il faut préparer nos enfants vers les carrières qu'on trouve beaucoup d'opportunités dans, disons, les 20 ans, les 30 ans à venir. Deuxième jour du recensement général de la population et de l'habitat au Rwanda. La population dans diverses parties du pays se déclare consciente de l'importance de cette activité dans le développement du pays. C'est le point de vue des habitants des secteurs Kaduha et Mugano, dans le district de Nyamagabe au sud du Rwanda. Ces habitants indiquent que procéder au recensement de la population est comparable à une évaluation familiale qui permet aux membres de la famille de prévoir leurs besoins sociaux et économiques dans l'avenir afin de se préparer en conséquence. Ils ajoutent que le pays doit bien connaître le nombre de ses habitants, les conditions de vie, afin de faire une planification sur base des données précises et fiables, même sans de cloche du côté du district de Nyabihu à l'ouest du Rwanda où la population se déclare résolue à participer pleinement aux activités du recensement en répondant convenablement aux questionnaires des agents recenseurs. Ces habitants de Nyabihu indiquent qu'ils se sentent dans l'obligation de fournir toutes les informations le matin jusqu'avant d'aller vaquer à leurs occupations. Les activités de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat au Rwanda s'étendent au 30 août courant.
Le ministère de l'administration locale rassure les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 qui n'ont pas encore reçu de titre foncier définitif des maisons qui leur ont été offertes, que les préliminaires dont la signature des accords sur la gestion de ces maisons sont en cours et qu'ils les auront très bientôt. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique qu'au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023, il envisage d'héberger 826 familles des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en situation de précarité pour un coût d'environ 11 milliards de francs rwandais. En effet, environ 30 000 familles ont été hébergées et certaines sont heureuses que les titres de propriété qu'elles ont reçus leur ont permis d'améliorer leur bien-être, mais beaucoup d'autres disent qu'elles n'ont pas avancé parce qu'elles n'en ont pas encore. Munyaneza Sylvestre et Karangwa Nadia sont tous deux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en situation de précarité. Ils indiquent que les titres de propriété de leur maison leur ont permis d'améliorer leur quotidien. La secrétaire permanente au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Clarisse Munezero, indique que son ministère envisage d'héberger au cours de l'exercice 2022-2023 pour environ 11 milliards de francs rwandais, 826 familles des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en situation de précarité. L'une des résolutions de la retraite des dirigeants du pays en 2011 a été que des titres de propriété soient remis aux personnes vulnérables qui ont bénéficié de la part du gouvernement des maisons pour qu'elles puissent améliorer leur quotidien et qu'elles puissent bien entretenir ces maisons. La direction générale au ministère de l'administration locale en charge du développement général et du bien-être social indique que la remise des titres de propriété a été entravée par la pandémie de Covid-19, mais rassure les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis concernés que c'est pour bientôt. Je vous assure que lorsque l'administration de l'État a sélectionné un bénéficiaire, la confiance qu'il doit d'abord placer dans le gouvernement, c'est cette sélection et la mise en exécution et qu'on obtienne la maison. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des accords qui concernent les deux parties. Le gouvernement n'enfreint pas les accords parce qu'il vous remet la maison et personne ne vous fait sortir et personne ne vous dérange, mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire le suivi pour savoir pourquoi ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, combien sont-ils pour éviter de généraliser. Comme je vous l'ai dit, ce qui se fait maintenant au niveau du district depuis que le Covid est atténué, nous sommes en train de visiter ces maisons à divers échelons pour non seulement voir ceux qui n'ont pas encore ces titres de propriété, mais aussi ceux qui les ont reçus parce que cela a été possible grâce aux moyens du gouvernement. Pour que dans l'avenir, on ne se retrouve pas dans le nombre des personnes sans abri, nous vous exhortons à mieux entretenir ces maisons. Nous vous invitons à ne pas les hypothéquer parce que si les accords passés avec la banque ne sont pas respectés, la banque peut vendre la maison et cela redevient un problème pour le gouvernement. Je vous assure que l'activité de distribution des titres de propriété va se poursuivre parce que maintenant les activités sont reprises et tout va bien se dérouler. Le secrétaire exécutif de l'association Ibuka Aïchaki Naftal indique qu'environ 30 000 familles des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis sont hébergées depuis 1994. Les professionnels des médias en Afrique sont exhortés à combattre le discours qui sème la haine et la division, mais privilégier plutôt les intérêts des Africains, sinon ils se retrouveraient pris dans le piège des impérialistes. Ces discours qui mènent au conflit et à la guerre préoccupent le Forum qui mène, organe de régulation des médias dans les pays et de la région d'Afrique centrale. Clôture à Kigali ce mardi des travaux d'une réunion de l'Assemblée générale du Forum des organes de régulation des médias dans les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les participants à cette réunion ont été unanimes à affirmer qu'il est plus que temps d'avoir une presse africaine pour les Africains.
Ce forum comprend les pays comme le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Congo, la Centrafrique, le Rwanda, le Burundi, Sao Tomé et Principe et la République démocratique du Congo. Pour parler davantage de la première Assemblée générale du Forum des organes de régulation des médias dans les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, nous accueillons Joseph Tshibongo Kalubusu, président du Conseil national de la communication du Cameroun et président en exercice de la plateforme CEA. Bonjour. Bonjour. Au terme de 2 jours d'échanges et de discussions, que comptez-vous faire comme plateforme pour affronter les discours de haine? Pour l'entrée d'emblée, je veux dire que nous venons juste de commencer et nous avons mis sur place une plateforme qui peut nous permettre de réagir comme sous-région. Et ça nous donnera une force envers les sociétés comme les Facebook, le YouTube, qui sont les sociétés que les propagateurs des discours de haine et de violence utilisent comme plateforme pour faire leurs mauvaises choses là. Peut-on espérer que désormais vous allez avoir une même voix pour affronter de tels discours? Nous sommes en train de commencer avec une sorte de sensibilisation et nous comptons organiser des séminaires et des conférences à travers nos différents pays pour essayer d'être sur le même longueur d'onde sur ce problème de discours de haine et de violence. Et nous croyons que nous allons arriver parce que le problème qui nous mine, ce n'est pas seulement pour le Cameroun ou le Gabon ou le Tchad, mais c'est un problème à travers le continent et je veux dire à travers le monde. Parce que le smartphone que nous avons aujourd'hui a amené une sorte de télévision ambulante. Et le citoyen lambda qui utilise le smartphone ne sait pas que c'est une utile un peu dangereux. Et il peut filmer quelque chose, il le balance sur les toiles sans considération. Voilà là où nous sommes interpellés parce que nous disons aux professionnels de la communication de rester utiles. Parce que si quelqu'un voit quelque chose à travers les réseaux sociaux, qu'ils ont le temps de dire « je vais regarder Rwanda Télévision le soir pour voir comment les journalistes professionnels ont traité ça ». Voilà comment nous comptons organiser des séminaires et parler aux professionnels de la communication de rester utiles parce que c'est eux qui ont été formés pour collecter et traiter l'information et donner à leur population. Si les journalistes ne sont pas responsables, s'ils ne sont pas utiles à leur population, ils laissent la population à la merci des réseaux sociaux, qui est quelque chose de très mauvais. Ça, c'est une très bonne stratégie. En termes de voix occidentaux qui souvent accusent les pays africains, y en a-t-il encore ceux qui sont observés et qu'est-ce que vous allez faire pour relever ce défi? Ce n'est pas normal. Vous savez, je ne veux pas dire de donner des leçons, mais nous avons notre manière de voir le monde. Mais il n'y a pas 2 manières de voir le monde. Il y a une seule manière. Nous sommes passés par les mêmes écoles comme eux et nous traitons les mêmes informations. Moi, à mon humble avis, je ne crois pas qu'on doive voir l'Afrique toujours à travers les lunettes de l'Occident. Non, nous avons notre manière de voir notre continent et nous utilisons le même canon de la profession pour traiter l'information. Nous ne sommes pas là pour avoir ou bien recevoir des leçons à quiconque. Nous sommes là pour exercer cette profession de journalisme que nous avons appris les mêmes théories, les mêmes gages et nous croyons que nous arriverons un jour. Parce que la presse, c'est la presse. Et la presse reflète la société dans laquelle il opère. Et nous appelons aux journalistes africains de donner une image différente de l'Afrique. Ce n'est pas cette Afrique toujours où le chien mord son maître. Il faut que nous démontrons aux yeux du reste du monde que l'Afrique est en train de progresser. Et Monsieur Joseph, s'il était question de décrire la possibilité d'avoir une presse africaine, quel serait votre point de vue? Pour le moment, c'est un peu difficile pour avoir une presse africaine puisque les journalistes sont formés pour collecter et traiter l'information. Et dans chaque pays, dans chaque société, vous avez la presse de gauche, vous avez la presse de droite, vous avez la presse qui font dans le centre. Mais l'essentiel,
c'est que quand la presse traite l'information, qu'il donne la bonne information et qu'on traite cette information professionnellement. Et maintenant, il y a des gens qui nous suivent. Quel message pourriez-vous donner parce que ce n'est pas un combat à vous tous, c'est tout le monde pour y arriver. Alors, quel message pourriez-vous donner à ceux qui nous suivent? Je crois le message que je donne aux journalistes est ceci. Nous sommes ceux qui ont été formés pour collecter et pour traiter l'information. Utilisons cette profession de journaliste à donner une bonne image de notre Afrique. Utilisons cette canon de la profession, cette éthique, cette déontologie de la profession pour donner au reste du monde l'image d'une Afrique différente, une Afrique qui s'immerge, une Afrique dans laquelle on peut faire du business, une Afrique dans laquelle les gens, il fait bon vivre. Nous avons tout en Afrique, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'est pas à travers les yeux des Occidentaux qu'on va voir, le reste du monde connaîtra notre Afrique. C'est à travers les bics et les micros de nos professionnels du continent. Merci beaucoup, M. Joseph Tchebongué, pour votre participation et aussi avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. J'ai saisi cette occasion pour féliciter le peuple rwandais et son chef, le président Paul Kagame, parce que ce que j'ai vu à travers Kigali, et hier on était même dans les banlieues, c'était formidable. Merci. Le message lui est déjà directement transmis. Nous continuons avec l'actualité pour parler des habitants de la ville de Kigali qui demandent à l'autorité urbaine à se saisir du problème des propriétés foncières non exploitées et des bâtiments inachevés car ils sont devenus l'antre des brigands et de surcroît ternissent la belle image de la ville de Kigali. Le point avec Kassim Youssouf. Certaines de ces propriétés foncières et bâtiments inachevés en question appartiennent à des personnes en particulier et d'autres sont du domaine public. Ceux qui vivent à leur proximité disent qu'ils sont devenus le repère des cambrioleurs et dans certains endroits au Sancerre comme dépotoirs. Notre préoccupation, c'est qu'ils sont la source d'insécurité. Ils ne sont pas exploités. Si on prévoyait y construire ou y cultiver, rien n'est fait et je pense que la résolution à prendre est d'y construire des maisons. Certains propriétaires des terrains non exploités et des bâtiments inachevés n'ont pas voulu s'exprimer devant la caméra. Ils estiment toutefois que la non-exploitation de ces propriétés fait suite au manque de moyens et d'autres disent qu'ils les gardent pour qu'elles puissent acquérir plus de valeur et ensuite les vendre. Certains entrepreneurs dans le domaine foncier estiment que les propriétés non exploitées devraient être divisées en lots ou cédées à ceux qui disposent des moyens pour les exploiter. Si quelqu'un dispose d'une propriété qu'il n'exploite pas, c'est qu'il attend que sa valeur puisse augmenter. Toutefois, cela rend terne l'image de la ville de Kigali. L'impôt foncier de cette propriété est modeste par rapport à ce que peuvent apporter 50 personnes qui voudraient s'y installer parce qu'elles pourront y construire des bâtiments modernes et payer l'impôt consistant. Ces personnes peuvent même construire des maisons d'habitation susceptibles de payer l'impôt. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, indique que l'enquête relative à ces propriétés non exploitées a révélé l'existence de 650 terrains et leurs propriétaires ont été avertis que si rien n'est fait, elles pourraient leur être retirées. Nous avons maintenant une liste qui montre les constructions inachevées ou abandonnées. On voit des terrains qui ne sont pas exploités mais passent de propriétaire à un autre, ce qui ne nous permet pas d'atteindre le développement que nous souhaitons et de surcroît, nous n'accordons pas d'opportunité à ceux qui peuvent exploiter ces terrains. La loi prévoit quelque chose en ce qui concerne l'exploitation de la terre et la durée qu'il faut pour le faire. Selon la ville de Kigali, un terrain qui, depuis 3 années, n'est pas exploité est retiré de ses propriétaires et cédé
à ceux qui disposent des moyens pour l'exploiter où il est enregistré dans le patrimoine du domaine public. L'artiste rwandais Yvan Buravan a rendu son âme suite à une maladie après avoir il avait pris un traitement médical au Rwanda et puis il s'est rendu en Inde pour poursuivre son traitement médical. Il avait 27 ans et le 20 mai 2022, il s'était produit lors de la soirée francophone aux côtés d'autres grands artistes francophones du Rwanda. Aujourd'hui, c'est avec tristesse que le Rwanda, la francophonie et ceux qui le connaissent ailleurs dans le monde disent au revoir à cet artiste disparu si jeune et dont le talent restera dans les mémoires. Que son âme repose en paix. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.